Fléau et famille de Simon Thibault. Lumière. Douce lumière qui réchauffe la peau des heureux installés devant leurs fenêtres à ce moment si beau qu'est le matin. Alors que le soleil s'élevait tranquillement dans le ciel, quelques personnes se levaient en même temps que lui pour profiter au maximum de la clarté du jour. Cependant, c'était loin d'être les plans d'Alex, jeune homme de 21 ans, couché dans son lit, ou plutôt étalé, placé en étoile de mer dans une chambre baignée d'obscurité, ambiance permettant au jeune homme de profiter d'un repos bien mérité. Tout était calme dans le petit appartement en banlieue de Québec, ville où le garçon et sa petite sœur avaient grandi avec leurs parents. Tout était calme, à part les légers bruits d'un foyer classique, comme celui du réfrigérateur, ou encore quelques bruits de pas discrets venant de l'appartement supérieur. C'était calme. Jusqu'à ce qu'une petite fille d'à peine 7 ans fasse irruption dans la pièce et saute sur le corps endormi de son frère. Il se prépara en une fraction de seconde à éjecter avec force la personne qui avait osé lui infliger une telle souffrance. Mais, en voyant le petit nœud sur la couette de la personne, il se calma immédiatement. La boule dans sa gorge ayant disparu, ce qui ne fut pas le cas de sa douleur toujours poignante, il était maintenant prédisposé à l'encaisser sans broncher. Il prit alors une bonne respiration, fermant les yeux pour faire abstraction de son environnement, et ainsi se retenir de ne pas s'énerver contre sa petite sœur. Mais celle-ci revint à la charge, une fois ses yeux clos, en venant lui faire un gros câlin, ce qui l'aida beaucoup à se calmer. Il finit donc par ouvrir les yeux et lui caressa tranquillement la tête. La petite Marie s'écria alors. Lex, viens voir dehors, il neige! Elle quitta soudainement le lit de son frère pour courir jusqu'à la fenêtre du salon. Alex se leva lui aussi, doucement, sentant ses jambes légèrement douloureuses à cause des entraînements de la veille. Cela ne l'empêche pas cependant de mettre des vêtements convenables et d'aller rejoindre sa petite sœur. Voir la neige tomber si doucement devant ses yeux lui donna de petits papillons dans le ventre. C'était tellement beau. Il reprit ses esprits, se tournant vers sa petite sœur, qui, elle, avait des étoiles plein les yeux. Il ne put que lui retourner un sourire empreint de douceur. Il finit donc par quitter la vue si agréable du soleil qui traversait la douce tempête de neige pour aller préparer un bol de céréales pour sa petite sœur. Sans broncher, elle prit place à la table, mais semblait quand même un petit peu énervée contre son frère. Je suis pas un bébé, j'ai 7 ans et demi. Je suis capable de me servir mes céréales toute seule. Ben, je voulais juste te faire plaisir. Ben, pour me faire plaisir, j'aimerais ça qu'on fasse des biscuits au chocolat aujourd'hui. On fera ça cet après-midi. Là, va faire tes devoirs. La jeune fille entreprit alors d'expulser tout l'air de ses poumons avec force pour signifier son exaspération face à la demande de son frère. Mais un seul regard de la part de son aîné suffit à la dissuader de contester sa demande cordiale. Elle savait pertinemment que celui-ci ne lâcherait pas le morceau tant qu'elle ne l'aurait pas fait. Un petit sourire apparut malgré tout sur ses lèvres alors qu'elle continuait à manger, avant d'aller dans sa chambre conformément à la demande de son frère. Il posa alors un pied devant l'autre sans vraiment réfléchir, se demandant où ses pas pourraient le mener, et c'est quand il sortit de la lune qu'il se rendit compte qu'il était devant la machine à café. Finalement, c'était un heureux réflexe qu'il avait eu, de directement s'y diriger, car c'était ce dont il avait besoin, un bon café au lait. Il réfléchit, il tourna un peu en rond dans sa tête sur ce qu'il pouvait faire de sa journée, à part les biscuits évidemment. Soudainement, il fut déconcentré par une petite main qui tirait son chandail. En tournant doucement la tête pour prendre connaissance de ce qui causait l'étirement de son vêtement, il vit un grand livre ouvert sur la recette de cuisine que sa petite sœur voulait faire. Son frère, attendri par un acte si impatient et innocent, vint caresser sa tête avant de reprendre la parole. Bon, d'accord. On fait les biscuits avant. Mais après, tu les fais, hein? Oui, je te le pro... Mais avant qu'elle ne puisse finir cette promesse, qu'elle ne comptait évidemment pas tenir, le téléphone du grand frère fit retentir sa sonnerie désagréable. Il soupira et se décida à se lever en prenant le livre pour le déposer sur le comptoir, afin de l'avoir apporté de vue rapidement en cuisinant. Il se rendit ensuite dans sa chambre pour finalement décrocher, et c'est une voix qu'il n'avait aucunement envie d'entendre qui entame la conversation. On a besoin de toi. Boulevard Piché dans 1 heure et mets ton uniforme. Le jeune adulte eut à peine le temps de comprendre la consigne que l'appel se coupa. C'était sa bosse, ou plutôt la directrice de l'école d'exorcisme. Effectivement,
Le jeune homme, depuis maintenant quelques années, était devenu exorciste afin de subvenir aux besoins de lui et de sa petite sœur, ce qui le rendait à moitié heureux, à vrai dire. Oui, il gagnait assez d'argent pour vivre confortablement, mais cela signifiait aussi qu'il devait côtoyer la mort à chaque semaine. Heureusement, jamais il n'avait succombé. Il ne se le permettrait jamais, car cela laisserait la petite Marie à elle-même, ce qu'il souhaite ardemment éviter. Il revint donc dans la cuisine où la petite fille essayait déjà de commencer la recette. Son frère vint l'arrêter rapidement dans son élan, et le regard qu'ils échangèrent voulait tout dire. Elle savait qu'il devait partir pour peut-être ne jamais revenir. Elle s'approche de lui pour lui faire un câlin, en chuchotant dans son chandail. Tu me promets de revenir, hein? On va bien faire les biscuits encore. Ben oui, c'est sûr. Mais pendant que je suis parti, va faire tes devoirs, s'il te plaît. Il y a des trucs dans le frigo, mais mange pas trop. Je reviens avant le souper. D'accord? Elle hocha la tête et vint lui faire un petit bisou sur la joue avant de partir se mettre au travail. Elle ne voulait surtout pas l'énerver à son retour, car combattre des entités surnaturelles naissant de l'accumulation d'émotions négatives, aussi appelées fléaux, c'était quand même extrêmement fatigant. Il finit donc son café d'une traite et se dirigea vers sa chambre, où il enfila la tenue marine ornée de boutons en forme de spirale, l'ornement que tous les exorcistes officiels arborent. Il sortit ensuite de l'appartement pour se retrouver dans la rue où il commença à marcher, un peu exaspéré qu'on lui ait retiré le droit de profiter du temps précieux qu'il aurait pu passer en compagnie de sa petite sœur. Le trajet lui paraît long au début, mais à mesure qu'il se perd dans ses pensées, sa perception du temps se tord, et sans même s'en rendre compte, il est sur la rue du rendez-vous. En relevant la tête pour observer le petit café, quelques flocons fondus glissèrent sur sa nuque et le firent frissonner. Il s'empressa d'essuyer les gouttes d'eau, puis une main familière vint se poser sur son épaule. Simplement avec la taille de celle-ci, il savait déjà de qui il s'agissait. C'était Benjamin Roy, la personne chargée de lui expliquer plus en détail sa mission et de l'emmener à bon port. Son sourire resplendissant énervait un peu le jeune homme, car il le trouvait bien trop innocent pour le monde dans lequel il avait choisi de plonger la tête première. Chauffeur pour l'école d'exorcisme était un métier extrêmement difficile. En tant que chauffeur, il était assigné à un exorciste jusqu'à son décès pour ensuite passer à un autre, et ceci indéfiniment jusqu'à être détruit mentalement à force de voir des camarades, des amis, mourir aux mains des fléaux. Il n'appréciait pas le voir sourire. Ne se doutait-il pas de ce qu'il attendait? Dans même pas un an, il ne le reconnaîtrait même plus, puisqu'il serait un homme brisé. Après quelques secondes de salutation à l'extérieur, ils prirent doucement place à la table, retirant leurs manteaux respectifs, et c'est Benjamin qui engage la conversation. Alors aujourd'hui, on doit aller dans une école. Ouais, je le sais. On s'en va dans une école. Mais vas-y, continue. Ah ouais, excuse-moi, je croyais que tu le savais pas. Alors, tu dois aller dans une école qui a été récemment fermée à cause de 2 meurtres. Ce sont 2 élèves qui ont été retrouvés déchiquetés, leur visage méconnaissable tellement ils étaient mutilés. On pense que c'est un fléau de classe 2 ou un semi-classe 1. Dans tous les cas, tu devrais pouvoir t'en occuper. Bah, j'imagine. Par contre, ce serait vraiment cool si tu pouvais m'expliquer ça veut dire quoi. Mon cours sur les fléaux, ben, il est la semaine prochaine. Hein? T'as pas appris ça encore dans tes cours? T'es sûr d'être chauffeur? Alex ne savait pas quoi dire à la suite de cette révélation qui le jeta par terre. Les dirigeants de l'Ordre des exorcistes, supposément les plus puissants combattants de leur génération respective, avaient nommé chauffeur un élève ne sachant même pas encore comment les fléaux sont classifiés. Il pensa alors à voix haute. Oh, ça serait vraiment temps qu'il crève. Puis il se ressaisit, mettant de côté ses émotions négatives quand la serveuse arriva, le bruit de ses talons frappant contre le sol l'ayant sorti de ses pensées. Qu'est-ce que je peux vous servir, messieurs? Un americano, s'il vous plaît. D'accord, et pour vous? Un chocolat chaud, s'il vous plaît. La jeune femme repartit donc, laissant les 2 hommes reprendre leur conversation. Alors, en gros, les fléaux, donc l'amalgame des sentiments négatifs à un endroit donné, sont classés selon les forces qui doivent être déployées pour les éliminer. Par exemple, moi, je suis un exorciste de classe 2. Donc, je peux m'occuper des fléaux de semi-classe 2 et en dessous. Mais je pourrais pas m'occuper d'un fléau de classe 1 tout seul. Le novice sembla intrigué par cette information, mais en observant le non-verbal de son interlocuteur, il préféra ne pas insister ou poser d'autres questions. Visiblement, c'étaient des choses qui paraissaient bien trop évidentes pour l'exorciste en face de lui. Après avoir reçu leur boisson, ils prirent un peu de temps en silence pour déguster celle-ci. La qualité était au rendez-vous, et ça se ressentait dès la première gorgée. Mais pour Alex, le goût n'était pas le plus important. C'était plutôt dans quel état d'esprit ce breuvage le plongeait. Il fermait les yeux de temps en temps et, sans même réfléchir, alors que les liquides chauds caressaient ses lèvres, il pouvait revoir sa petite sœur, encore bébé alors qu'il revenait du ski avec ses parents. Il fut soudainement sorti de sa rêverie par Benjamin.
qui venait lui tapoter l'épaule et qui, maintenant, était debout à côté de lui. On devrait pas trop tarder. Ouais, t'as sûrement raison. Ils se levèrent et les deux embarquèrent dans une voiture en route vers l'école en question. Pendant tout le trajet, les deux restent silencieux. Seul le bruit blanc des pneus contre l'asphalte résonne dans la voiture, parfois accompagné par le cliquetis monotone des clignotants. Les deux évitent de parler, car ils savent que ce qui arrivera sera peut-être leur dernier moment ensemble, et ils préféraient tous deux éviter d'en parler. Benjamin se taisait par angoisse de devoir avertir ses supérieurs de la mort d'Alex, tandis que le passager, lui, se taisait car il voulait éviter de nouer un lien pour sa propre sécurité et celle du conducteur. Et puis, finalement, le paysage cessa de défiler devant les yeux d'Alex pour montrer un paysage gris, malgré les arbres qui étaient présents sur le terrain de l'école. Il sortit de la voiture et s'avança vers l'école d'un pas lourd, les yeux mi-clos, se préparant mentalement à l'éventualité de sa mort, avant de se retourner pour regarder Benjamin. Celui-ci arborait un regard rempli de peur qui se voyait clairement. Il lui fit donc un léger sourire et leva sa main vers Benjamin, qui lui retourna un regard perplexe. Alex leva finalement le pouce, comme pour lui dire que tout irait bien. Le regard du conducteur s'apaisa, alors qu'Alex se tourne et commence à chuchoter avec ses mains croisées. Sors des ténèbres, voile plus noir que la nuit et purifie cette souillure. Soudainement, un petit point dans le paysage s'assombrit, dans le ciel au-dessus de l'école, comme si on avait déposé une goutte d'eau sur un dôme. Mais celui-ci commençait à s'agrandir, de plus en plus. En quelques secondes, l'école fut complètement recouverte de ce dôme noir, et puis, d'un coup, plus rien. L'école était là, comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas la même histoire pour Alex. Pour lui, on aurait dit que la nuit était tombée, le ciel était noir et la luminosité faible, mais malgré tout assez élevée pour ne pas avoir besoin d'une autre source de lumière que celle du soleil. Il commença à avancer, venant doucement ouvrir la porte de l'école qui était extrêmement silencieuse. En temps normal, ce ne serait pas inquiétant, mais dans ce cas précis, ça l'était. Le rideau est fait pour dissimuler l'endroit aux gens sans pouvoir occulte, en plus de révéler les fléaux. Et en général, dans une école, un endroit rempli de sentiments comme la colère, la tristesse, la jalousie, il y avait d'habitude beaucoup de petits fléaux. Mais cette fois, il n'y avait rien. Seul le bruit de ses souliers contre le sol résonnait dans le grand couloir. Il pénètre donc plus profondément dans l'établissement et il trouve deux personnes sous une bâche. Il la soulève pour constater l'état des corps et c'est horrible. Comme Benjamin l'avait décrit, leur peau est lacérée tellement de fois qu'ils en sont méconnaissables. Il remet donc la bâche en place, essayant de se retenir de vomir à cause de l'odeur putride qui lui agressait les narines. Il continue de se promener dans l'école en regardant de gauche à droite, puis finit par se lasser du premier étage. Tout en continuant, il sort un sac de bonbons de sa poche et se dirige vers le deuxième étage, puis le troisième. Il marche, posant un pied après l'autre, mastiquant les bonbons qui lui donnent l'énergie de continuer. Mais, d'un coup, il s'arrête net, sa respiration s'accélérant. Il y a quelque chose dans son dos. Les frissons s'enchaînent, il est pétrifié, son sac de bonbons tombe par terre. Prenant son courage à deux mains, il se retourne d'un coup et voit une lumière très étrange de couleur blanche. Des cheveux dépassent du cadre de porte menant aux escaliers. Il se met alors à courir vers ce qu'il avait vu, car une chose qu'il avait appris avec les années, c'est que les fantômes n'existaient pas. Il n'y avait que les fléaux. Il court de toutes ses forces, luttant comme d'habitude contre son instinct de survie qui lui dit de fuir. Mais, une fois dans le cadre de la porte, plus rien. Il n'y avait plus rien. Du moins pour l'œil humain. Il ferme les yeux et se concentre sur son énergie occulte, la faisant circuler jusqu'à ses yeux, et ainsi, il pouvait voir les résidus d'énergie occulte. La créature avait parcouru une certaine distance en à peine quelques secondes. Ce ne serait pas un adversaire facile. Il se mit à courir en suivant les résidus, passant de nombreuses portes, jusqu'à arriver dans une énorme salle carrée, vide, avec comme seul attrait une scène, une sorte d'amphithéâtre. Et une chose certaine, le fléau se trouvait là. Il s'avance donc vers le milieu de la salle, et les lumières commencent à s'éteindre et à se rallumer à des intervalles réguliers, ce qui fit monter la pression dans sa tête et son corps. Le fléau faisait ça pour lui faire peur, et, malgré le fait qu'il le savait, il ne pouvait s'empêcher de stresser. Puis soudainement, les lumières se ferment et restent éteintes. Ce moment lui parut interminable. Le seul bruit pouvant être entendu était sa respiration rapide. Puis, les lumières se rallumèrent une dernière fois, en rouge, et un visage se trouvait juste devant le sien. Ce visage était blanc, cadavérique, et pourtant, il n'avait jamais vu de faciès aussi animé que celui-ci.
Il se tordait, se contorsionnait, les attributs normaux du visage se déplaçaient à des endroits où ils n'avaient pas leur place, jusqu'à ce que finalement, il reprenne un aspect plus normal et ouvrit les yeux. Son apparence n'était pas plus humaine. Ses iris étaient devenus complètement noirs et un cri perçant brisa le silence avant qu'un sourire malicieux ne remplace cette expression distordue. Évidemment, Alex avait reculé d'une bonne dizaine de pas en sautant vers l'arrière, et la dernière chose à laquelle il s'attendait se produisit. Oh, un exorcisme? Comme c'est mignon. Tu veux me tuer? Un nouveau frisson parcourut la colonne vertébrale du jeune homme alors que ce rire, normalement si doux, résonnait dans sa tête comme un cri atroce, signe de mort imminente. Mais ce n'était pas ce qui allait l'empêcher de se battre. Il prit alors une position de défense, main devant son visage, poing fermé, coude contre son torse. La créature devant lui continuait de rire avant de s'arrêter soudainement pour entreprendre la première offensive du combat, fonçant à toute vitesse sur lui en poussant un cri qui résonnait et rebondissait avec force sur tous les murs jusqu'à atteindre les oreilles d'Alex. Des griffes poussèrent alors au bout de ses doigts. Elle s'apprêtait à lui asséner un coup à droite, une gifle mortellement coupante. Mais alors que son attaque était déjà lancée, son mouvement fut soudainement arrêté, comme si elle avait frappé dans un mur. Un petit sourire étira le visage d'Alex alors qu'il mit un grand coup de poing à la gauche, directement au torse du fléau. Celui-ci s'apprêtait à rire, se disant que l'attaque était bien trop faible et manquait d'énergie occulte, mais il n'eut pas le temps de faire sortir un son, que le rire prévu fut remplacé par une plainte, son torse ayant été complètement ravagé par le coup. Il recula alors hâtivement, tandis que sa blessure guérissait comme si de rien n'était, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui venait de se passer. Et il le vit enfin. Son attaque avait été arrêtée par un mur d'énergie occulte, et ce qui l'avait frappé, c'était un pic formé par la même énergie. C'était excessivement rare de voir des gens capables de concentrer autant leur énergie pour la rendre tangible. L'homme reprend la position alors que les deux formations semblent s'évaporer dans l'air, comme le feu d'une allumette privée de combustible. Pour répondre à ta question, ouais, je vais te tuer. Je peux quand même pas me permettre de mourir contre un fléau aussi faible que toi. Soudainement, il put voir le visage commencer une fois de plus à se contorsionner, mais une chose était sûre, c'était que la mâchoire du fléau était contractée. Il venait visiblement de recevoir un coup direct à son ego, et il ne pouvait laisser passer cela. Puisqu'un fléau est formé d'émotions, il est capable d'avoir des sentiments, du moins pour les plus évolués d'entre eux. Et donc, avec l'intelligence vient l'ego. Le fléau qui, jusqu'à maintenant, avait éliminé tous les exorcistes qui ont tenté de le neutraliser, il venait de trouver un adversaire à sa mesure, et cela le frustrait. Voir un exorciste le provoquer ainsi ne fit que l'enrager encore plus. Il se rapprocha alors rapidement du jeune homme, tentant un double coup, venant de la droite et de la gauche. Alex réagit en créant deux murs pour se protéger, mais la créature continua de pousser pour l'écraser avec ses propres murs. La situation devenait un peu plus délicate. Deux options semblaient à la disposition du jeune homme. Être écrasé par ses propres murs ou finir découpé. C'est alors qu'une troisième option apparut dans son esprit. Il cria de toutes ses forces pour extérioriser la douleur musculaire que son action provoqua, c'est-à-dire de repousser les bras du fléau, ce qui créa ainsi une ouverture assez grande entre lui et son opposant pour qu'il lui assène un coup de pied assez puissant qui le fit reculer. Et sans même attendre une autre attaque, il prit les devants et commença à lancer un grand nombre de petits murs qui assénèrent des coups bien plus dévastateurs à son adversaire. Les mouvements de ses bras s'enchaînaient à toute vitesse pour diriger et envoyer les petits murs bleutés et fantomatiques vers son adversaire. L'enchaînement se finit après 15 secondes d'assaut soutenu, laissant Alex essoufflé et à bout de ressources. Espérant que cela soit assez pour venir à bout de la créature, il eut à peine le temps de fermer les yeux qu'il se fit projeter contre un mur. La créature, en bien mauvais état, était malheureusement encore capable de riposter. Il vit flou. Il n'arrivait plus à entendre les bruits aux alentours, mais il put sentir avec les vibrations du sol que le fléau se rapprochait. Puis il ouvrit les yeux. Il se retrouve dans un endroit étrange, d'un blanc immaculé à perte de vue. Tout ce qui sort de l'ordinaire était sa sœur, ou du moins ce qu'il semblait l'être. Il se chuchota alors à lui-même. Désolé, je rentrerai pas ce soir. Il ferma alors les yeux, se disant que la mort allait sûrement bientôt venir le cueillir. Mais soudainement, il entendit la voix de sa sœur, claire comme de l'eau de roche. Mais tu m'avais promis que t'allais revenir. Promis! T'es vraiment le pire grand frère du monde! Ces mots résonnèrent en lui comme un coup en pleine mâchoire. S'il ne se relève pas, s'il ne continue pas de combattre, sa sœur se retrouvera seule, sans personne pour qui veiller sur elle. Il rouvrit soudainement les yeux, de retour dans le monde réel, et le monstre était là, juste devant lui, un sourire macabre ornant son visage. Oh, tu es réveillé.
Moi qui voulais t'offrir une mort moins douloureuse. Il réfléchit à toute vitesse, essayant de trouver en lui la force de frapper, de bloquer, mais rien ne semblait venir, rien qui lui permettrait de survivre. Mais au fond de lui, une solution persistait, une technique qui n'était pas encore au point, une technique extrêmement puissante, mais qui, au vu de son état, pourrait le tuer. Mais c'était la seule solution. Alors il leva ses mains et les croisa dans un nouveau symbole. Il commença ensuite à puiser dans ses dernières ressources pour cette attaque qui serait décisive. Oh, pis de la merde! On va essayer que... Soudainement, les griffes du monstre transpercèrent son ventre. Il sentait son bassin se réchauffer à cause du sang qui coulait abondamment. Il soupira alors légèrement et tomba lourdement au sol, sa vision devenant de plus en plus noire. Son esprit était embrouillé, il se sentait tranquillement partir, enveloppé de chaleur, mais un mouvement attirant ses yeux agonisants. Une silhouette différente était maintenant devant ses yeux mi-clos, une silhouette plus humaine. Il entendit de légers bruits, comme un autre râle d'agonie, et ses yeux finirent par se fermer. Sa dernière pensée fut sa sœur. Comment allait-elle faire sans lui? Il se sentit partir, devenant de plus en plus léger. Puis soudainement, une douleur vive le poussa à ouvrir les yeux. Il était paniqué, il regarda tout autour de lui, et malgré sa vision encore un peu trouble, il put distinguer des lits, du blanc partout, comme s'il était dans un hôpital. Sa vision commençait doucement à revenir et il remarqua Benjamin, en larmes à côté de lui, et quelqu'un d'autre. Une femme. Une grande femme. T'es mort aussi, Benji? Mais non, je penserais pas, non. Je suis-tu mort? Heureusement ou malheureusement, t'es encore en vie. Mais dans les deux cas, t'es vraiment chanceux. Et je suis ici depuis... 2 jours. Heureusement, on a des infirmières compétentes. Tu vas t'en sortir avec quelques cicatrices. Mais pour ce qui est des missions, c'est fini pour quelques semaines. Ok. Puis ma soeur? Ah ouais. Elle est encore chez toi, tout va bien. Elle mange à sa faim, puis elle a vraiment hâte que tu rentres. Tout va bien. Puis le fléau? Je m'en suis occupée personnellement, t'inquiète pas. Alex, dans la hâte, tenta de se lever, mais la douleur le prit soudainement au ventre, si vive et profonde. D'un coup, il se sentit poussé contre le lit. Pourtant, personne ne l'avait touché. Il se retrouva donc couché sur le lit, mais il sentait que quelque chose était anormal. Cette pression relevait de l'occulte. Il tenta de regarder son torse et il y vit comme un mot sur son torse, embrasé, recouvert d'une flamme bleue, les mêmes qui entouraient les murs qu'il forme. Il laissa sa tête tomber et la femme s'approcha de lui. Un livre, entouré de cette même flamme bleue, alors qu'elle s'assoit sur le lit. À ta place, je resterais couché. Ta blessure est profonde. Et y a aucun médecin de l'académie qui est disponible pour te soigner. Donc on utilise la bonne vieille médecine. Oh bordel, faut que j'aille voir ma soeur. T'inquiète pas, demain tu vas pouvoir aller la voir. Ok. Mais c'est quoi le truc sur mon torse? La jeune femme ferma alors d'un coup le livre qu'elle tenait dans ses mains, et le mot disparut tout comme le feu occulte. Elle s'accota ensuite sur les rampes du lit avec un petit sourire. C'est un mot maudit. Sais-tu ça prend combien de temps pour enchanter un livre de 300 pages? Je sais pas. Et pourquoi tu ferais ça? 3 mois. J'enchante chaque mot, un par un, pour pouvoir les utiliser. Ok. Et tu fais quoi avec les mots comme je, le... C'est assez inutile, non? Y a aucun mot qui est inutile, t'inquiète. Maintenant, faut vraiment que tu te reposes. Le directeur, il serait pas content que je t'empêche de te reposer. Le jeune homme finit par soupirer et il ferma doucement les yeux pour quitter le monde visible et sombrer dans un monde où sa douleur n'est plus, où il mangerait des biscuits avec sa petite sœur chérie. Puis la même douleur que précédemment le tira de ce monde paradisiaque, pour lui faire à nouveau ouvrir les yeux, mais cette fois, plus personne n'était dans sa chambre pour se réjouir de son réveil. La nuit était tombée, l'endroit était plus sombre, bien trop pour que quiconque ne puisse voir si un patient avait disparu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alex, dans sa douleur, avait trouvé la force de se lever et de partir vers chez lui pour trouver sa petite sœur chérie. C'est donc avec le couteau entre les dents qu'il entreprit de marcher jusqu'à chez lui. La marche fut longue et silencieuse,
Il tentait de se concentrer pour mettre un pied devant l'autre en ignorant la douleur. Mais chaque fois que son pied touchait le sol, sa blessure s'aggravait, ce qui lui causait d'atroces douleurs. Mais malgré cela, il avançait, serrant la mâchoire tandis que ses yeux s'aventuraient sur le paysage qui s'offrait à lui. Sans même s'en rendre compte, trop perdu dans ses pensées, il arriva chez lui. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Tout était à sa place, mais l'air était rempli d'énergie occulte, ce qui était anormal. Il s'empressa d'aller voir dans la chambre de sa sœur, mais en arrivant dans la chambre, rien du tout. Pas un rire, pas un sourire, pas même une lumière. Il n'y avait absolument personne. Il se mit à fouiller frénétiquement dans tout l'appartement, mais rien. Sa sœur n'était pas là. Il prit donc place sur le lit, les poings serrés et une boule dans la gorge. Sa seule envie était de fondre en larmes et d'extérioriser sa rage, mais alors qu'il s'apprêtait à se déchaîner sur ses cordes vocales, il remarqua un papier sur la table de nuit. Il prit le morceau dans sa main et l'ouvrit pour y découvrir un message écrit d'une main qui n'était clairement pas celle de sa sœur. Posé sur le papier, imprimé dans sa chair, le message résonna dans son corps comme un pieu planté dans son cœur. Le papier était imbibé d'énergie occulte, et le message disait ceci. « Bonjour Alex, on cherche sa sœur? Deviens plus fort et viens me voir à 5 heures dans 2 semaines à cette adresse. Emmène tous les exorcistes que tu veux, mais ils mourront tous. » Son cœur se serra alors, contracté par ses battements alors qu'il referme sa poigne sur le papier. Quelqu'un lui avait volé sa sœur, sa seule raison de vivre. Ce sont alors les yeux noyés et le cœur émietté qu'il se couchait dans son lit, fermant les yeux en espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Le reste de la nuit se passa sans accroc. Son corps avait enfin décidé de lui laisser un moment de répit. Après tout, il en avait bien besoin. Son esprit était tiraillé de tous bords entre son expérience de mort imminente, sa défaite contre le fléau, et maintenant sa sœur qui était retenue en otage par un autre exorciste. Visiblement, plus rien n'allait dans sa tête. Le lendemain, c'est son corps qui le réveillait avec un grondement que seul lui put entendre. Il avait faim, très faim. Il tenta de se lever, mais encore une fois, il était bloqué dans le lit par une force extérieure, hors de son contrôle, ce qui le pousse à soupirer avant de pousser un léger râle de douleur. Tu peux pas me laisser tranquille? Oh non! Pas après t'être enfui de l'hôpital, imbécile! T'as perdu beaucoup de sang, puis maintenant, t'es au courant. Alex prit un moment pour assimiler l'information. Puis, tenta à nouveau de se lever, mais la concentration d'énergie occulte du sort était bien trop élevée pour qu'il puisse la briser. Alors il resta couché, désespéré. Pourquoi? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Parce que tu serais parti en courant, puis tu serais peut-être mort à cause de ta blessure. Elle est pas guérie, là, petit con. Je m'en fous. Faut que je m'entraîne au plus sacré. Il força, tenta de se lever, se secouant, mais rien n'y faisait. La jeune femme ne voulait pas le laisser se lever. Il fit donc ce qu'il savait faire de mieux, abandonner. Il se coucha, laissant tout le poids de son corps se répartir sur le lit et fixa le plafond. J'ai faim. Bon, enfin une demande raisonnable. Je vais être concocter un petit quelque chose, tu vas voir. Elle quitta donc la pièce en marchant d'un pas lourd, mais tranquille. Cependant, le sort restait actif, ce qui le poussa à se questionner sur le fonctionnement de sa technique. Mais bon, ce n'était pas très important. Après quelques minutes, la femme revint avec des œufs miroirs et un verre de jus vert. La couleur du breuvage rebute un peu celui-ci, mais avant même qu'il ne puisse protester, la jeune femme commença à lui verser la mixture dans le gosier. Puisqu'il était couché, il n'eut d'autre choix que d'ingérer la substance immonde. Une fois le contenu vidé, le sort put cesser de faire effet et elle le laissa se relever pour tousser. C'est une petite recette de grand-mère qui va t'aider à guérir. D'ici demain, tu devrais être capable de t'entraîner. Mais sérieux, je t'interdis d'aller à l'adresse qui était sur le papier. C'est clairement un piège. Fait que je vais venir avec toi à la date convenue, puis on va apporter ben des renforts. Il ne répondit pas, soupirant simplement. La jeune femme finit par simplement quitter la pièce, exaspérée du comportement puéril du jeune homme. Mais la situation était tout autre. Il avait perdu sa raison de se battre. Sa sœur chérie était maintenant quelque part où potentiellement elle était en danger par sa faute, et il ne pouvait rien faire pour régler la situation. Il n'avait plus très faim, notamment à cause de la boisson qu'il avait avalée, mais également à cause de la déprime qui le gangrénait de plus en plus. Mais contrairement à l'habitude, il ferme donc les yeux et s'enfonce dans son lit pour s'endormir, et convenablement se rétablir. Non pas car il voulait oublier ce qui se passait en ce moment dans sa vie, mais plutôt car il voulait se rétablir le plus possible et ainsi
Il pourrait s'entraîner plus vite pour devenir fort et sauver sa sœur. Les rêves ne venaient pas, peu importe à quel point il dormait profondément. Son corps tout entier était bien trop sollicité présentement par l'effet du médicament que sa collègue lui avait administré. C'était violent, très dur pour son organisme, mais il endurait inconsciemment, déterminé à guérir rapidement pour s'entraîner et aller sauver sa sœur. Le lendemain matin, étonnamment, ce n'était pas la douleur qui le tira de ses songes, mais la lumière du soleil qui lui caressait les paupières. Il finit par ouvrir tranquillement les yeux pour émerger, observant les alentours de la chambre qui paraissaient maintenant tellement ternes. Tous ces objets remplis d'histoires qui ne valaient plus grand-chose maintenant que sa sœur n'était plus là pour lui en faire réaliser la beauté. Il finit par trouver la force de se lever et il prit un café qui, évidemment, avait un goût agréable et réconfortant, ce qui réussit l'exploit de lui faire oublier, ne serait-ce que l'espace d'un instant, la disparition de sa sœur. La chaleur du liquide coulant doucement dans sa gorge lui rappelait la chaleur que dégageait sa sœur dans ses bras. C'est après avoir fini sa tasse qu'il se dirigea d'un pas lourd vers sa chambre, décidant finalement d'ouvrir les volets pour baigner son corps dans la douce lumière astrale. C'est cette lumière qui lui fournit l'énergie nécessaire pour enfiler ses vêtements et se diriger vers un club de boxe. Il n'avait pas vraiment l'habitude d'y aller, mais au travers du torrent d'énergie négative qui le traversait de part en part, il eut un éclair de lucidité qui le mena à la réflexion suivante. Je dois apprendre à frapper. Frapper pour tuer. Frapper pour sauver. Il se mit donc à marcher, un pas devant l'autre en tenant son ventre, espérant que sa peau ne se déchirerait pas sous les différents étirements et flexions auxquels elle serait soumise lors de l'entraînement. Une fois dans le club, il s'installe devant un sac de frappe et commence à le fixer intensément, avant de sérieusement s'y mettre, frappant le sac avec une force modérée au début. Cependant, à mesure qu'il s'enfonçait dans ses pensées et à force de répéter les mêmes mouvements, ses pensées sombres, sa culpabilité d'avoir échoué sa dernière mission, la rancœur vis-à-vis de ses confrères exorcistes qui ne l'ont pas averti plus tôt de son enlèvement, la haine envers le kidnappeur remonta à la surface. Tous ces sentiments le poussèrent à frapper plus vite, plus fort, quitte à se saigner les poings. Mais soudainement, le directeur de la salle de boxe arrêta son coup à main nue. Cet arrêt dans l'élan du jeune homme lui entrava la gorge de rage alors que le vieil homme commença à parler pour expliquer la raison de son acte. Tu frappes n'importe où. C'est pas comme ça que tu vas gagner un match. Comment ça, là? Un coup, c'est un coup. On s'en fout d'où tu frappes. Puis en plus, tu sors d'où, là, toi? Bon, je te regarde de loin. Puis en tant que boss de la salle, je peux pas me permettre de te laisser faire ça. Si ça veut un fusil, le jeune, là, est-ce que ça aurait le même effet de viser la tête que de viser la jambe? C'est la même chose pour un coup de poing. L'endroit où tu frappes n'aura pas le même impact sur ton adversaire. Mais bon, t'as de l'air de savoir ce que tu fais, fait que vas-y. Évidemment, Alex ne prit pas au sérieux le petit homme au début, mais une fois qu'il était complètement dans son champ de vision, il ravisa son jugement. Malgré sa taille peu imposante et son visage ratatiné par le temps, il avait un corps de dieu grec révélé par son débardeur. Il commença alors à s'éloigner d'Alex, qui était en train de combattre en ce moment même son propre esprit, et voulait apprendre à mieux se battre si cet homme était capable de lui apprendre. Mais en même temps, son ego lui dictait de ne rien dire, simplement pour conserver son estime de lui-même. Peux-tu m'apprendre? Le directeur de la salle se tourna alors vers Alex et rigola un peu avant de venir d'un pas enthousiaste. Mais malgré son air quelque peu mesquin, il commença ses explications. Il prit donc une bonne demi-heure avec le jeune homme en détresse pour qu'il puisse déjà comprendre comment frapper, mais surtout où viser. Après cette courte session qui avait été très instructive pour Alex, le vieil homme repartit. Pour une fois, depuis le début de sa journée, il avait réussi à effacer, vraiment, la tristesse qui le rongeait. C'est donc l'esprit un petit peu plus léger qu'il commence à appliquer les conseils donnés par le gérant, frappant plus précisément et avec un poing dans la bonne position. C'était quelque peu frustrant de sentir qu'il ne pouvait pas mettre autant de force qu'il le voudrait, car en mettant trop de force, il avait moins de contrôle sur le mouvement. Il est donc resté plusieurs heures à frapper dans le punching bag, l'esprit vide pour se concentrer sur ses mouvements. Une main douce vint soudainement se poser sur son épaule. Il fit volte-face rapidement pour voir que finalement, il s'agissait de la femme qui lui avait donné la recette miracle la journée d'avant. Ah, encore toi? J'ai un nom, tu sauras, hein, pis c'est Emma. Ok, Emma. Puis qu'est-ce que tu fais ici, là? Je m'assure que tu t'entraînes pas à t'en rendre malade. C'est ça qu'il faut, moi le faire. J'ai 2 semaines pour devenir plus fort. Fait que je vais les utiliser. Ok, tu vas avoir l'air fin, hein, le jour J tout courbaturé. Écoute, je vais t'aider à t'améliorer avec ton énergie occulte. Mais sérieux, d'un autre côté, il faut vraiment que tu fasses attention à ton corps. Sinon, tu vas jamais être capable d'être efficace. Encore une fois, l'ego du jeune homme était mis à rude épreuve.
Il voulait s'entraîner jour et nuit si c'était nécessaire pour devenir plus fort. Et de l'autre côté, il se disait que s'il devenait aussi plus fort avec son énergie occulte, alors il ne serait que plus redoutable. Mais cela nécessitait de se soumettre aux contraintes d'Emma. T'es vraiment gossante. On verra si tu dis toujours ça quand on va avoir fini l'entraînement. Allez, va te changer là, puis on va aller à l'école. Après ça, tu vas pouvoir retourner chez toi. Alex était plutôt dépité de s'être encore une fois soumis à une personne, malgré la détermination dévorante qui le consumait. Il finit par aller dans les vestiaires et se changea. Seul dans la grande pièce, il s'aperçut dans le miroir. Un jeune homme musclé, mais plein de cicatrices et de bleus. Effectivement, il fallait qu'il fasse plus attention à lui-même s'il voulait être prêt pour l'affrontement. Il se devait d'être dans la meilleure forme physique possible. Il finit donc par sortir, changé et avec l'esprit un petit peu plus clair. Le chemin vers l'école d'exorcisme a été fait dans le silence le plus complet. Alex ne voulait rien dire à Emma à cause de son ego toujours fragilisé. En arrivant dans la grande salle semblable à un dojo, il dut se résoudre à lui parler, puisque l'entraînement débuta. En entrant, la jeune femme posa son manteau un peu plus loin, révélant son corps athlétique recouvert de vêtements de sport. Il se mit également en t-shirt, se demandant ce que la jeune femme avait préparé pour lui. Rapidement, elle dégaina son fameux livre et tourna quelques pages avant qu'un mot occulte ne se forme non loin d'elle. Il put donc lire « Immobilisé ». Sans même avoir le temps de réagir, Emma propulsa le mot avant qu'il ne frappe violemment son torse. Alors qu'il s'attendait à tomber à cause de la puissance du lancer, il n'eut même pas cette satisfaction, car sa chute avait été arrêtée en plein milieu de l'inertie. La jeune femme se rapprocha de lui et brisa le mot par une simple pichenette, ce qui laissa finalement le jeune homme chuter. Tu dois être constamment alerte, Alex. C'est pas de la boxe, là. Y a pas de règles. C'est pas toi qui disais que je devais prendre soin de mon corps? J'ai dit ça, moi? Nah, je vais t'exploser. Puis demain, tu vas revenir plus fort. Mais t'es bien malade! Juste un peu. Alors qu'elle finissait sa phrase, un nouveau mot se forma au-dessus de lui, mais cette fois, c'était écrit « coupe ». Il s'empressa de rouler vers la gauche pour esquiver le mot, ce qu'il réussit à faire. Il se remit debout en un clin d'œil, préparant à se battre cette fois. Elle ouvrit à nouveau son livre, et cette fois, les mots sortaient tous un par un, et c'étaient des mots bien plus anodins, comme des « je »,« nous » ou bien d'autres. Il les observa arriver avant de déployer un mur devant lui pour ainsi se protéger. Et, étonnamment, cela marcha à merveille. Les mots se fracassèrent tous contre le mur, ce qui le fit sourire, mais malheureusement également baisser sa garde. La jeune femme en profita pour lancer un nouveau mot sur un autre mur, celui-ci étant plateforme. Elle sauta en l'air et s'appuyait sur celui-ci comme une plateforme. Les assauts des mots classiques s'arrêtèrent, donc Alex laissa le mur tomber, et il eut une idée, cueillir la jeune femme dans les airs avec un coup de poing, qu'il tenta immédiatement. Son poing pourfendit l'air en direction du flanc de la jeune femme, mais elle avait déjà prévu cette éventualité, et un mot était déjà placé sur son poing. Répulsion. L'effet du mot fut immédiat, le propulsant avec force contre le sol. Il y resta quelques secondes avant qu'Emma ne vienne s'asseoir à côté de lui. Bon, qu'est-ce que t'aurais pu faire pour contrer ça, mon grand? Je sais pas. Placer un mur sur mon poing? Ding, 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 ding! Bonne réponse! Allez, on continue! Elle le laissa cette fois prendre convenablement place dans l'espace avant de l'attaquer. Mais elle n'y allait pas plus doucement. Elle le propulsait souvent contre le mur grâce aux mots maudits qu'elle utilisait, en tentant de lui montrer comment concentrer son énergie occulte et ainsi rendre ses attaques bien plus dévastatrices. S'ensuivirent 2 heures d'entraînement intense, mais, grâce à la bouquineuse, il se sentit enfin progresser. Par contre, à la fin de ces 2 heures, Alex eut comme une petite illumination. Un moyen de l'abattre, peut-être. Il plaça alors ses doigts d'une manière plutôt étrange, et Emma sentit l'énergie occulte se concentrer dans son corps, alors qu'il commença à parler. Après que sa quinte de tout se soit arrêtée, elle vint s'asseoir en face de lui en rigolant. Ah oui, monsieur pense être capable d'utiliser une extension du territoire. Bonne chance. Je te rappelle que c'est la technique la plus puissante du répertoire d'un exorciste, mais c'est très coûteux en énergie. Après autant d'efforts, t'es clairement pas en état. Puis ça prend pareil du temps là, à perfectionner. Même moi, je sais pas encore l'utiliser. Il prit alors quelques minutes pour se reposer et reprendre ses esprits. Malgré la fatigue corporelle, il se sentait bien. Il pouvait enfin sentir qu'il s'améliorait, qu'il utilisait un peu mieux son énergie occulte. Au moins maintenant, son esprit pourrait être occupé à trouver de nouvelles façons d'utiliser son pouvoir. Emma finit par s'approcher de lui en lui tendant la main pour l'aider à se relever tout en lui offrant un sourire plein de gentillesse. Je peux t'offrir un café? T'as vraiment fait du bon travail. Tu le mérites. Plus une tisane. Faut que je me repose bien si je veux survivre à l'entraînement de demain. Cette fois, en revanche, son regard changea du tout au tout.
Il vit un grand point d'interrogation flotter devant le visage de la jeune femme. Elle l'aida malgré tout à se relever avant de se prononcer sur la situation. Quand est-ce que j'ai dit qu'on le ferait à chaque jour? Puis quand est-ce que je t'ai dit que je te donnais le choix? Je veux devenir assez fort pour pas avoir besoin de ton aide. Alors j'ai besoin de m'entraîner avec quelqu'un de plus fort pour progresser. Elle ne savait pas comment réagir face à une telle demande. Elle avait quand même une vie. Elle s'apprêta à refuser catégoriquement sa demande, mais elle s'égara avec ses yeux jusqu'à tomber dans son regard. Elle put y déceler une détermination dévorante, telle qu'elle ne l'avait jamais vue. Elle le sentait. Si ce n'était pas elle qui l'entraînait, ce serait quelqu'un de très probablement moins compétent qu'elle. Après tout, les exorcistes provenant d'autre part que le Japon sont tellement rares. Elle poussa alors un long soupir et donna un coup de poing sur le torse d'Alex. Ok. Mais c'est toi qui paye le repas. Marché conclu. Un sourire qu'il n'avait jamais vu venant de son interlocuteur illumina alors son visage. Les deux finirent donc par se rendre dans un café et purent boire une boisson chaude pour enfin profiter d'une petite gâterie après cette dure journée. Une fois qu'ils purent voir le fond de leur tasse, ils prirent le chemin vers l'appartement d'Alex, qui semblait apaisé, ce qui faisait plaisir à Emma. Une fois devant la porte, elle put laisser Alex seul. Alors qu'elle fut sur le point de partir, Alex l'interpella avec un petit cri. « Emma! Merci beaucoup. » Celle-ci ne put retenir un large sourire. Elle qui avait vu un jeune homme si fermé il y a à peine 24 heures, mais qui maintenant la remerciait sincèrement. Quelle blague. Elle se retourne donc et lui envoie la main. Allez, petite tête, va donc te reposer. Ce fut la dernière phrase qu'ils se dirent avant de se séparer. Alex rentre à nouveau dans son appartement, le cœur un peu plus léger et une détermination un peu moins destructrice l'habitait maintenant. Malgré tout, en entrant dans son espace de vie, il le sentit bien trop silencieux, bien moins coloré, comme s'il était devenu terne. Il s'assit donc à la table en observant l'extérieur, couvert d'un tapis blanc éclairé par les lampadaires dispersés sur la rue. Son regard balaya alors la salle, espérant vainement y voir la silhouette de sa sœur, mais, au lieu de cela, il remarqua un petit bordel sur la table de la cuisine. Il avait tellement été occupé hier et aujourd'hui qu'il n'avait pas pu prendre le temps de s'attarder sur ce genre de petits détails. Mais quelque chose était étrange. Ce n'était pas n'importe quoi qui se trouvait sur la table. Il s'approcha donc doucement de celle-ci et remarqua que ce désordre était accompagné du livre de recettes. Et tous les ingrédients posés sur la table faisaient tous partie de la recette de biscuits qu'il devait faire avec sa sœur. À ce moment-là, il ne put retenir quelques larmes en pensant à ce qui avait bien pu arriver à sa petite sœur chérie. Elle avait voulu lui faire plaisir, mais quelqu'un l'en avait empêché, pour il ne sait quelle raison. En temps normal, il se serait écroulé pour pleurer toutes les larmes de son corps. Mais maintenant, il avait compris que cela ne lui apporterait rien de bon. Il prit donc sa tristesse à deux mains pour l'étouffer et trouver la force d'aller s'étendre dans son lit. Le sommeil vint peu de temps après, l'emmenant dans un monde intangible dans lequel il put se ressourcer et se réveiller dans un meilleur état que la journée précédente. C'est donc ainsi que bien des jours passèrent, où Alex se déplaçait entre la salle de boxe, les entraînements avec Emma et le restaurant pour casser la croûte avec elle. Tous les jours s'enchaînaient jusqu'à finalement arriver à la veille de la confrontation. Journée où il avait décidé d'organiser un souper chez lui. Jamais il n'avait eu l'occasion d'organiser cela, puisqu'avant, il ne parlait avec presque personne d'autre que sa sœur. Mais maintenant, par la force du destin, il avait des gens sur qui compter pour l'accompagner dans cette épreuve. Il était malgré tout stressé à l'idée que tout cela ne servait à rien et que ce soit un vrai fiasco. Les scénarios catastrophes s'accumulaient dans sa tête, mais cette tornade de négativité fut soudainement arrêtée quand le bruit de la sonnette parvint à percer l'épais nuage dans lequel son esprit se trouvait. Il se secoua alors la tête et vint ouvrir la porte pour y découvrir Benjamin et Emma, tous deux habillés en civil. Il les invitait alors d'un petit signe de main à entrer, ce qu'Emma s'empressa de faire, tout en ébouriffant les cheveux d'Alex. C'est la première fois que l'ermite ouvre la porte de sa grotte. Comment, Emma? Lâche-moi, là. En tout cas, c'est beau, moi, je trouve. Merci. Allez vous asseoir à la table. Vous avez pas faim? J'ai une faim de loup. Ils se regardent alors tous les deux avant d'exploser de rire, et ce fut visiblement contagieux, car étonnamment, Alex se joignit à eux, bien moins fort évidemment, mais assez pour qu'il soit remarqué par les deux autres, surpris de l'entendre rire pour la première fois. Mais cette fois, ils ne lui firent pas remarquer. Ils allèrent simplement s'asseoir à la table. Peu après, il arriva avec le repas que tous attendaient avec impatience, et après quelques formules de politesse, ils attaquèrent leur plat. Aucun d'eux ne parlait, profitant simplement du bon repas. Une fois leur assiette terminée, ils remercièrent Alex pour son plat délicieux, et encore une fois, un sentiment nouveau le frappa en plein visage. Cette petite chaleur dans la poitrine quand quelqu'un reconnaît notre effort, c'était quelque chose qu'il n'avait pu expérimenter qu'avec sa sœur.
Alors ressentir cela de la part d'une autre personne qu'elle, c'était particulièrement agréable. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter, quelques éclats de rire faisant parfois vibrer les murs. Puis vint la fin de la soirée. Alex remercia et salua ses deux invités. Benjamin, sans demander son reste, retourna donc immédiatement chez lui. Mais Emma, elle, resta un peu plus longtemps devant la porte. Au fil de la discussion, elle se rendit compte qu'Alex n'allait pas très bien. C'est donc pleine de compassion qu'elle posa sa main sur l'épaule du jeune homme pour souffler ses mots avec une douceur inouïe. Est-ce que tu veux que je reste dormir avec toi? Alex ne sut comment réagir à une telle question. Sa réaction à chaud aurait été de repousser sa proposition tout en disant qu'il n'était pas un enfant et qu'il pourrait dormir seul ce soir, mais la voix de la raison était bien plus forte que celle de son orgueil à ce moment précis. Il savait pertinemment que ce soir, seul dans son lit, il ne pourrait dormir. Les images de sa sœur tourneraient en boucle dans sa tête. Alors il baissa la tête pour marmonner un petit « si tu veux ». Excuse-moi, je pense pas que j'ai bien entendu. J'aimerais ça. Sinon, je pourrais vraiment pas dormir. Et cette fois, au lieu de le taquiner, elle lui prit la tête et la colla contre son torse pour l'envelopper de sa chaleur et le réconforter comme elle le pouvait. Alex souleva ses mains, si lourdes à cause de la peur qui l'habitait, et enlaça la jeune femme, tremblant un peu entre ses bras. Elle avança alors vers l'intérieur de l'appartement pendant que le jeune homme respirait un peu plus fort, terrifié face à ce qui pourrait se passer le lendemain. Alex suivit donc les pas d'Emma, reculant jusqu'à la chambre où les deux s'écroulèrent dans le lit. Ils fermèrent les yeux, mais Alex avait encore besoin de parler. J'ai tellement peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. C'est ma seule famille. Je sais, mais écoute, tu t'es entraîné comme un malade pendant 2 semaines non-stop. Je pense que t'es prêt à faire face à n'importe quoi. Je sais que tu vas faire ce qu'il faudra pour sauver tout le monde. Si je réussis pas, si je sauve personne, alors je vais être obligé de te péter la gueule personnellement. Puis après ça, tu m'offriras un café pour rembourser les frais de déplacement. Et c'est à ce moment que la réaction la plus inattendue se produisit. Alex eut un fou rire monstre. Il était incapable de s'arrêter de rire face à une telle blague, et Emma le suivit dans cet élan complice entre les deux jeunes gens. C'est après 2 minutes à se vider de tout leur stress par le rire que les deux finirent par s'endormir, un magnifique sourire illuminant leurs deux visages. Le lendemain matin, ce n'était pas la lumière du soleil, mais son organisme qui l'avait réveillé pour lui permettre de se préparer. Il sentait alors son corps comme enveloppé de chaleur, ce qui ne lui donna pas du tout envie de se lever, mais en ouvrant les yeux, il remarqua que c'était du corps d'Emma qu'il tirait toute cette chaleur envoûtante. Et d'un seul coup, il sentit cette chaleur devenir brûlante pour ensuite monter et se concentrer dans ses pommettes. Une telle vue au réveil était nouvelle pour le jeune homme, ce qui le poussa à reculer doucement pour simplement sortir du lit sans la déranger. Cependant, à peine leurs 2 corps détachés, la jeune femme se crispa, réaction normale lorsque quelqu'un avait froid. Il alla donc doucement rabattre la couverture sur celle-ci pour qu'elle puisse continuer de se reposer. Elle allait sûrement en avoir besoin. Il se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner, et ce fut cela qui poussa Emma à se réveiller, l'odeur de la nourriture. Elle le rejoignit et dévora les patates et les œufs qu'il lui avait faites. Pour le remercier, elle lui fit le café. Les deux étaient donc assis l'un en face de l'autre pour discuter de manière légère, question de bien commencer la journée, malgré le fait qu'elle s'annonçait particulièrement intense. Une fois le repas terminé et que les esprits furent réveillés, Benjamin vint les chercher à l'appartement pour ensuite prendre la route vers le lieu du rendez-vous. Un silence pesant régnait dans la voiture, chacun se préparant mentalement à ce qui allait se produire. Alex n'eut même pas le temps de s'enfoncer dans ses idées noires que la voiture s'arrêta. Il observa alors l'entrepôt et sourit légèrement en voyant les 6 exorcistes déjà présents. Ils étaient très rares ailleurs qu'au Japon, et pourtant, quelqu'un avait réussi à tous les rassembler ici, aujourd'hui, pour sauver sa sœur. Il ne voulait pas creuser plus sur qui avait réussi un tel exploit, même s'il en avait une vague idée. Pour l'instant, son esprit était omnubilé par sa sœur. Il se devait de la sauver, pour lui et pour tous ces gens qui étaient probablement venus des 4 coins du pays pour l'aider. Sans un mot, il sortit de la voiture et avança vers le bâtiment, suivi par ses alliés et par Emma, son amie. Ils pénétrèrent tous ensemble dans le bâtiment par une lourde porte rouillée qui gardait l'entrée. Une fois à l'intérieur, il sentit quelque chose d'assez singulier. Une sensation qu'il connaissait trop bien. Quelqu'un avait levé un rideau. Heureusement, tout le monde était déjà rentré dans le bâtiment à ce moment précis, donc personne à part Benjamin n'était resté à l'extérieur de la barrière. C'était rassurant, mais en même temps pas du tout. La personne présente ici savait manipuler l'énergie occulte, et elle ne voulait pas que quelqu'un puisse déranger le combat qui allait se dérouler en ces lieux. Pour assurer la survie de tous les membres de la petite équipe,
Ils restèrent en groupe, se déplaçant avec les sens alertes, prêts à réagir si jamais un fléau les attaquait. Mais rien. C'était silencieux. Beaucoup trop silencieux. Et puis cette escapade prit fin lorsque le groupe pénétra dans une salle du 2e étage. Là se trouvait la sœur d'Alex, debout au milieu de la salle, la tête penchée vers l'avant, comme si elle regardait le sol. Alex ne put retenir une larme en la voyant et vint immédiatement la prendre dans ses bras, se foutant royalement de si quelque chose l'attendait. Ses camarades haussèrent soudainement la voix pour l'empêcher de faire cela, se doutant que quelque chose allait l'attaquer. Mais étrangement, rien ne se passa. Il put atteindre le corps de sa sœur sans souci pour la serrer dans ses bras en pleurant, malgré le sourire qui brillait sur son visage. Il était tellement heureux de la retrouver enfin. Puis, de l'ombre de la pièce émergea un homme. Habillé d'une blouse blanche, il s'approcha tranquillement du frère si heureux et de la sœur. Mais d'un coup, les attaques diverses et variées fusèrent dans sa direction, des décharges occultes de tout type, des sorts à tout va, mais rien ne l'avait atteint. Évidemment, Alex avait pris quelques pas de recul avec sa sœur dans ses bras, et il la posa derrière lui avant de déployer une nouvelle technique qu'il avait développée lors de ses longues heures d'entraînement avec Emma. Une couche solide d'énergie occulte recouvrant ses poings, formant donc de véritables gants à l'épreuve des fléaux, d'autant plus mortels de par la présence de pics au bout des jointures. C'est alors que la petite sœur, placée derrière lui, s'approcha d'un pas lent avant de tendre sa main pour toucher les gants étranges de son frère. Emma, placée à côté d'eux, remarqua ce geste, mais put constater quelque chose d'encore plus perturbant. Les yeux de la petite fille étaient complètement noirs et son corps n'émettait aucune énergie occulte, ce qui était spécialement étrange compte tenu du fait que chaque humain en contient au moins un peu, ce qui la poussa à dégainer son livre sans hésitation, avant que soudainement le mot « arrêt » se matérialise sur la jeune fille. Elle fut ainsi arrêtée dans son mouvement, mais pourtant, le mot disparut en entrant dans son corps et Emma commença immédiatement à se sentir faible, et plus les secondes passaient, plus elle se sentait comme vidée de son énergie, et puis elle tomba à terre, inconsciente. Alex, surpris d'entendre un corps tomber à ses côtés, se tourna pour remarquer la jeune femme, semblant si maigre, si faible, comme si elle n'avait pas pu manger depuis 2 semaines. Son énergie occulte sortait peu à peu de son corps pour aller dans celui de sa sœur. Sa concentration tomba complètement, donc son énergie occulte n'était plus présente sur ses mains, et il prit sa sœur par les épaules pour lui demander frénétiquement « Mais qu'est-ce que tu fais là, Marie? Arrête! Arrête! » Ça sert à rien de lui parler, Alex. Elle est morte depuis bien longtemps, mon petit. Cette phrase était simple, mais pourtant, Alex ne put la comprendre. C'était impossible. Sa sœur ne pouvait pas mourir. Il était là pour la sauver. Il l'avait sauvée. Et puis, sans un mot, elle se dirigea vers l'homme en blouse blanche alors que celui-ci jouait dans sa barbe avant de s'arrêter devant lui alors qu'il lui caressa la tête, ce qui fit se serrer très fort la mâchoire d'Alex. Il n'avait pas le droit de poser ses sales pattes sur sa sœur, encore moins après l'avoir enlevée à lui. Il sauta alors vers l'avant, les poings proches de son corps comme il l'avait appris avec le vieil homme à la salle de boxe, mais immédiatement, l'ennemi prit sa sœur par la tête à l'aide d'une seule main pour la brandir, comme si elle était un simple objet, un bouclier pour lui éviter une blessure quelconque. Le corps de la petite fille se contenta de se laisser faire, sans que son expression monotone ne change. Alex s'arrêta donc soudainement dans son mouvement et tenta de contourner le corps de sa sœur pour quand même lui infliger des dégâts, mais quelque chose l'empêcha de le toucher. Un mot, empli d'énergie occulte, flottant à côté de son corps. Rebond. Il se fit alors repousser avec force, tombant au sol lourdement. Il avait compris. Sa sœur était une sorte d'aspirateur, et lui, le réservoir. Elle aspirait l'énergie occulte et les pouvoirs, lui les récupérait pour les utiliser. Ça avait dû demander des années de recherche. Et tout ça pourquoi? Sans même s'en rendre compte, son cœur avait commencé à battre à la chamade, ses yeux laissant sortir toutes les émotions qu'il traversait à cet instant, et ça fit bien rire le docteur. Tu commences enfin à comprendre, Alex. Avec l'aide de ta petite sœur chérie, je vais pouvoir éliminer tous les exorcistes du monde. Tous vos pouvoirs seront à moi, et ainsi commencera une nouvelle ère pour l'espèce humaine. La simple idée qu'un homme puisse posséder tous les pouvoirs occultes, même ceux des plus puissants exorcistes du monde, le terrifiait encore plus, à tel point qu'il ne pouvait s'empêcher de trembler. Voir ça rendit l'homme à la barbe blanche complètement hilar. Il ne pouvait s'empêcher de rire en le voyant, maintenant si pathétique, après un entraînement si intensif de 2 semaines complètes. Pourquoi t'as fait ça? Oh, ça t'intéresse? C'est parce que lorsque j'étais petit, on s'était moqué de moi de... Mais non, pas du tout! Je fais ça parce que ça m'amuse! Et tu veux savoir la meilleure blague? Elle a marmonné ton nom alors que je lui retirais le cœur. Elle voulait te voir, n'est-ce pas mignon? À l'écoute de ces paroles, son monde s'écroule peu à peu.
Les larmes affluent alors dans son regard terrifié, coulant à flot sur son visage. Je peux faire quoi maintenant? Sans elle, j'ai même plus de raison de vivre. Allez maintenant, va donc la rejoindre. Elle doit mourir d'impatience de te revoir. Sa main se tendit alors qu'il concentrait sa nouvelle énergie pour projeter un rayon dévastateur vers l'homme au bout du gouffre. Le coup lui serait fatal s'il se le prenait de plein fouet, et puis l'explosion retentit. La pièce se remplit soudainement de fumée due à la détonation puissante d'énergie. Donc le docteur attendait, un petit sourire aux lèvres, que la fumée se dissipe pour qu'il puisse constater sa puissance de par l'état du cadavre d'Alex. Mais au lieu d'une simple carcasse inanimée, il trouva le jeune homme debout, un mur d'énergie occulte extrêmement dense devant lui, avant que celui-ci ne disparaisse. Il s'élance à toute vitesse vers le scientifique, qui se remit à rire en prenant à nouveau sa petite sœur comme bouclier, mais au lieu de s'arrêter comme la dernière fois, il continua le mouvement en prenant le visage de sa sœur dans sa main pour l'arracher à celle de son adversaire. Quelque chose avait changé chez lui. Ses yeux étaient vides. Il ne semblait même plus avoir de sentiments. Malgré cette impression, il put voir ses lèvres bouger faiblement pour qu'il puisse prononcer la dernière chose qu'il entendra de sa part. Au revoir, Marie. Et puis il s'accroupit, prit un élan avec son bras avant de projeter violemment le corps inerte de la jeune fille sur le sol. À cause du trop-plein d'émotions causées par les événements récents, dont l'annonce de la mort de sa sœur et du danger que son existence représentait maintenant pour le monde, son cerveau n'eut d'autre choix que d'enclencher un système de défense, le privant de toute émotion pour éviter de devenir complètement fou. Mais au vu de ce qui se passait, comment se dire qu'il ne l'était pas devenu? Il rouait de coups le cadavre de sa défunte sœur, sentant à chaque coup ses poings s'enfoncer dans sa chair pour en déchirer la peau et en fracturer les os fragiles, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une vraie carcasse, plus une once de vie n'habitait la jeune fille. En signe de dernier au revoir, il ferma doucement les yeux de sa sœur pour enfin la libérer de son tourment. Le scientifique, horrifié par ce qui venait de se passer, ne put rien faire d'autre que de tenter de s'enfuir. Alex, qui était maintenant en pleine possession de ses moyens, se lança à sa poursuite, tentant de lancer différents murs pour l'écraser et le réduire en morceaux. Et puis, devant la sortie, la source de tout son malheur se retourna en matérialisant un nouveau mot, « Stop ». Ce mot vint se poser sur son corps et il ne put l'éviter, celui-ci ayant accumulé beaucoup trop d'inertie. Mais contrairement à ses attentes, le mot se désintégra quelques secondes après qu'il l'ait appliqué, et cette fois, Alex le tenait, et il ne comptait pas le laisser s'enfuir. Il n'eut même pas le temps de le narguer qu'il se vit projeter contre le mur, l'encastrant littéralement. Grâce à la petite quantité d'énergie occulte qui lui restait, il put seulement observer l'énergie du jeune homme, et cette fois, elle était rayonnante, irradiant la pièce au grand complet. Il ria faiblement avant de prononcer ce qui serait probablement ses derniers mots. Cette puissance, elle sera à moi! Son énorme énergie se concentra alors entre ses mains tandis qu'il exécutait un simple mouvement, ses mains formant un symbole, le même que lors de son combat à l'école. Cette technique qu'il n'avait pu utiliser, il pouvait maintenant le faire. Et il le fait pour protéger les siens. Il chuchota alors. Extension du territoire. Cube. Parfait. La peur le prit aux tripes à l'écoute des 3 premiers mots de sa phrase. L'extension du territoire. Une projection de l'espace vital de son utilisateur, enfermant l'adversaire dans un espace où tous les sorts lancés le toucheront forcément. Mais quelque chose clochait. Il voyait les limites du territoire. C'était comme un cube créé par ces murs d'énergie occulte. Mais il n'était pas dans son propre territoire. Comment était-ce possible? Du jamais vu dans l'histoire de l'exorcisme, et le sort prit effet. Les murs se resserraient tranquillement sur son corps. Il se sentait étouffé alors que le territoire se refermait sur lui. Et puis, tranquillement, ses os se fissuraient, sa peau s'ouvrait et le sang coulait à flots. Il n'eut même pas le temps d'extérioriser sa douleur, son âme avait déjà quitté son corps. Mais malgré sa mort, il continuait à serrer, laissant le sang sortir pour pouvoir comprimer encore plus et en faire un petit cube, avant de finalement briser le sort. En le faisant, il se sentait enfin apaisé. La menace que représentait le scientifique pour les exorcistes était enfin éliminée. Et puis, il se sentit tout léger avant de s'écrouler lourdement au sol. Évidemment, l'extension du territoire était une technique extrêmement puissante, mais qui demandait également une grande quantité d'énergie occulte. Tout était noir, il ne voyait plus rien. Et puis, une petite lumière commença à briller au loin dans son esprit. Il voyait la silhouette d'une petite fille, et doucement, il se leva et s'en approcha en marchant d'un pas lent et apaisé. L'endroit était exclusivement sombre à l'exception de la lumière qui émanait de la silhouette, et elle devenait de plus en plus intense à mesure que le jeune homme s'en approchait. Elle finit par être à portée de sa main.
Il l'attend donc en espérant y retrouver la sensation des cheveux de sa sœur, mais au moment de la toucher, ses yeux s'ouvrirent et il avait simplement la main tendue dans les airs, ne touchant rien d'autre que le vide qui le séparait du plafond blanc d'un hôpital. Encore. Par contre, comparé aux autres fois, il put se relever dans son lit, frottant légèrement sa tête, en geignant à cause de la sensation de nausée qui le prit aux tripes. Il prit appui sur le bord du lit pour ensuite s'asseoir, posant son dos contre le mur tout en fermant les yeux pour tenter d'atténuer la nausée. Il laissa son esprit doucement vagabonder jusqu'à ce que les souvenirs de la journée précédente lui reviennent, et clairement, il n'était pas prêt pour cela. Il se revoyait alors roué de coups, le corps sans vie de sa petite sœur chérie, et cela ne fit qu'intensifier l'envie de vomir d'Alex. Sans même le vouloir, il sentait à nouveau ses poings s'enfoncer dans le corps vide de toute vie, briser ses os, et fut horrifié de se rendre compte que c'était à ça qu'avaient servi ses 2 semaines d'entraînement au club de boxe. Ses efforts pour apprendre à combattre plus efficacement n'auraient au final servi qu'à tuer la menace qui habitait le corps de sa petite sœur. Malheureusement, son esprit ne fit pas la différence entre l'enveloppe qu'il avait combattue et sa vraie sœur. Cette sensation, sentir la peau se fissurer, les os se fissurer, les organes s'écraser sous la puissance de ses coups, il ne put retenir un cri de désespoir, la somme de toutes les émotions négatives accumulées, de toute la tristesse qui l'envahissait à ce moment. Il avait sauvé les exorcistes, mais à quel prix? À quel prix? Le cri fut ensuite accompagné de pleurs incontrôlables alors qu'il laissa ses idées noires l'envahir complètement. Il ne voyait plus d'échappatoire, il avait perdu la seule personne à qui il tenait vraiment. Celle pour qui il se levait le matin. Ses pleurs firent écho jusqu'à Emma, qui avait été hospitalisée aussi, mais qui s'en était remise rapidement, puisque c'était uniquement son énergie occulte qu'elle avait perdue. Elle reconnut les pleurs, mais sentait que ce n'étaient pas les pleurs normaux d'Alex. C'étaient des sanglots bien plus noirs, bien plus profonds et emplis de rancœur. Elle prit donc la direction de la chambre dans laquelle Alex avait été placé, et le trouva comme elle l'avait imaginé, assis avec ses mains sur sa tête, la mâchoire serrée et les yeux pleins d'eau. Il pleurait abondamment sur sa couverture, et le voir comme ça fit se serrer le cœur de la jeune femme également. Et elle prit l'homme dans ses bras en pleurant avec lui, comme ça au moins elle pourrait prendre un peu de sa tristesse pour l'aider à aller mieux. Malheureusement, ceci ne l'aida point. Il continua à pleurer intensément, mais ceci finit par l'épuiser, et il se rendormit contre la jeune femme. Malheureusement, cela ne lui permit pas de fuir l'image de sa sœur. Le seul rêve qu'il pouvait faire après un événement si traumatique, c'était de revoir la scène encore et encore, étant obligé d'observer, impuissant, son propre corps alors qu'il faisait ce qui était juste. Mais, malheureusement, le moindre mal ne faisait pas moins mal. Il resta ainsi, dans un état presque catatonique, 1 semaine dans cet hôpital. Après cela, il reprit peu à peu ses esprits malgré que cet événement l'ait complètement ravagé. Et c'était un beau samedi qu'Emma le raccompagna chez lui. Une fois arrivé, elle le fit sortir de la voiture et il se dirigea faiblement vers son appartement. Mais avant d'entrer, il se tourna doucement vers elle, puis elle lui demanda de sa voix la plus douce. « Veux-tu que je reste un peu avec toi? » Il en avait envie, mais malgré ça, il sentait qu'il avait besoin d'être un peu seul. Alors il lui offrit un triste et faible sourire avant de décliner son offre de la tête. Elle se sentit mal pour lui, mais malgré qu'elle avait confiance en lui, elle avait peur qu'il fasse une connerie. Mais elle respecta son choix. Il observa alors la voiture s'éloigner, puis il finit par rentrer dans son appartement. Désormais, celui-ci n'était qu'à lui, et ça lui faisait tellement mal. Sans plus personne pour le réveiller le matin, sans plus personne pour mettre de la lumière dans sa vie, il ne savait plus quoi faire. Il s'assit simplement à la table en observant l'appartement qui semblait si grand et morose. Mais un détail attira son attention. Une petite boîte avait été posée sur le comptoir, ornée d'un simple petit ruban rouge. Il se leva faiblement et le prit dans ses mains, tirant sur le ruban avec délicatesse pour découvrir le contenu de la boîte. Et il vit plusieurs biscuits au chocolat, tous placés soigneusement avec une petite lettre qui les surplombait. Sans même se poser de questions, il ouvrit la lettre et son contenu le toucha profondément. Benjamin avait écrit ceci de sa propre main. Il avait fait les biscuits lui-même, car il se disait que ça lui ferait plaisir de pouvoir manger quelque chose d'aussi réconfortant. Mais il ne savait pas ce qu'il représentait à présent pour lui. Alex prit la boîte et s'habilla chaudement pour se rendre jusqu'au cimetière, s'arrêtant devant la tombe de sa sœur. Seulement voir le nom inscrit lui suffit pour que son cœur se serre. Il croyait qu'il allait arrêter de battre à tout moment, mais ce n'était pas ce qui était important pour lui. Il se mit à genoux et déposa la boîte sur la neige qui recouvrait le cadavre de sa sœur. Et il prit doucement un biscuit, puis le mangea. Il ferma les yeux pour s'imaginer en face de sa sœur, à table, en train de savourer celui-ci en sa compagnie. Et puis ses yeux s'ouvrirent.
Elle n'était pas revenue pour lui, mais au moins, il pouvait se dire qu'il avait fait une dernière prière pour sa défunte sœur. Il lui avait offert la dernière chose qu'elle avait voulu. Désolé, petite sœur. J'ai pas été assez fort. Pardonne-moi. Désolé. 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 Son cœur finit par reprendre ses battements, mais ils étaient si intenses. Ses yeux se remplirent de larmes et il pleura et pleura, alors que ses larmes rejoignaient la neige, ne reflétant que la lumière d'un jour de plus sans sa petite sœur, mais avec à présent des amis qui le poussaient vers le haut. Douce lumière.